La pluie battait avec une régularité hypnotique contre les immenses baies vitrées du service de cardiologie de l'hôpital Saint-Honoré. C'était une de ces nuits d'automne où le froid semblait vouloir s'infiltrer à travers les murs, une nuit où le monde extérieur paraissait hostile et lointain. Dans le silence feutré de son bureau, la docteure Élise Mercier s'accorda un instant de répit. Elle ferma les yeux, massant doucement ses tempes palpitantes. La fatigue d'une garde de 14 heures pesait lourdement sur ses épaules minces, mais une chaleur douce irradiait dans sa poitrine lorsqu'elle rouvrit les yeux pour poser son regard sur le petit dessin épinglé au-dessus de son bureau. C'était un bonhomme allumette portant une cape rouge, maladroitement coloriée, avec les mots « Maman est mon héroïne » écrits en lettres tremblantes. Léo, son fils, son univers entier. À cette heure-ci, il devait dormir profondément, gardé par la nounou de confiance qui faisait désormais partie de leur petite famille fracturée mais solide. Élise sourit, un sourire teinté de cette mélancolie douce amère que seules les mères célibataires connaissent vraiment. Elle avait tout construit de ses propres mains, sa réputation en tant que chirurgienne cardiovasculaire brillante, son foyer chaleureux pour Léo, sa paix intérieure. Elle avait soigneusement érigé des murs autour de son cœur, brique par brique, s'assurant que rien ni personne ne pourrait plus jamais la détruire. Avez-vous déjà ressenti cette illusion de sécurité? Ce moment précis où l'on se dit que le passé est définitivement derrière soi, que les fantômes ont cessé de hanter nos nuits et que les blessures sont enfin devenues de simples cicatrices lisses et indolores. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, cru pouvoir fuir notre propre histoire en courant suffisamment vite ou en travaillant suffisamment dur. Mais le destin, avec son ironie implacable, a une manière bien à lui de nous rappeler que ce qui n'a pas été guéri finit toujours par refaire surface, souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Le hurlement strident du beeper d'Élise déchira le silence de la pièce, pulvérisant instantanément sa rêverie. Le voyant rouge clignotait frénétiquement. Code d'urgence absolu. Bloc opératoire numéro 1. Patient en détresse cardiaque critique. L'instinct professionnel prit immédiatement le dessus. En une fraction de seconde, la mère épuisée disparut pour laisser place à la chirurgienne implacable. Elle attrapa son stéthoscope, enfila sa blouse blanche d'un geste fluide et s'élança dans les couloirs brillants et aseptisés de l'hôpital. Sous les lumières fluorescentes au néon, ses pas résonnaient avec une autorité silencieuse. Les infirmières s'écartaient sur son passage. Les internes la regardaient avec ce mélange de respect et de crainte qu'elle inspirait naturellement. Élise était connue pour son sang-froid légendaire. Face à un cœur qui s'arrêtait de battre, elle était un roc, une force de la nature qui refusait de laisser la mort gagner la partie. Elle poussa les doubles portes battantes des urgences. Le chaos habituel des traumatismes graves régnait dans la salle de réanimation. Les machines hurlaient, les paramédicaux aboyaient des constantes vitales, l'air sentait l'antiseptique et l'adrénaline. Homme, 35 ans, infarctus du myocarde massif, cria l'urgentiste en chef en la voyant approcher. Il est le PDG d'un grand groupe. Les ordres viennent d'en haut. Élise. Il faut le sauver à tout prix. Fibrillation ventriculaire sur le trajet, on l'a choqué 2 fois. La tension s'effondre. Préparez une voie centrale et montez-le immédiatement au bloc, ordonna Élise, sa voix calme et posée, tranchant net à travers la panique ambiante. Elle s'approcha du brancard métallique, son regard fixé sur l'électrocardiogramme qui dessinait des vagues erratiques et terrifiantes. Puis, elle baissa les yeux vers le visage du patient pour évaluer ses signes cliniques. Le temps s'arrêta, littéralement. Pour Élise, le bruit assourdissant des alarmes s'éteignit. Les mouvements frénétiques de l'équipe médicale autour d'elle se figèrent en un ralenti flou. L'air quitta brusquement ses poumons,
comme si elle venait de recevoir un coup d'une violence inouïe en plein ventre. Allongée sur la civière, la chemise en soie arrachée, la peau couverte d'une sueur glaciale, se trouvait Alexandre Laurent. Alexandre. 8 années s'étaient écoulées, 8 années de silence absolu, de nuits passées à pleurer jusqu'à ce que ses larmes se tarissent, de luttes solitaires pour élever l'enfant qu'il ne connaissait même pas. Les traits de son visage s'étaient endurcis, les mâchoires étaient plus carrées, de légères rides d'expression marquèrent le coin de ses yeux, lui donnant l'aura imposante du milliardaire impitoyable qu'il était devenu. Mais c'était lui, l'homme qu'il avait aimé avec une passion dévorante, avant de la jeter comme un objet encombrant sur l'autel de ses ambitions familiales. Élise sentit la pièce tourner autour d'elle. Une nausée soudaine lui monta à la gorge. Ses mains, d'ordinaire si fermes, si précises, se mirent à trembler de manière incontrôlable. Elle recula d'un demi-pas, le souffle court, ses yeux écarquillés fixés sur cet homme qui représentait à la fois son plus beau rêve et son pire cauchemar. Soudain, à travers le brouillard de la douleur et des sédatifs, les paupières d'Alexandre papillonnèrent. Il luttait pour respirer, son visage se tordant dans une grimace d'agonie physique pure. Et puis, ses yeux s'ouvrirent. Ces mêmes yeux sombres, profonds, presque noirs, qu'il avait autrefois regardés comme si elle était la seule étoile dans son univers. Leur regard s'accrocha. Même au seuil de la mort, même avec le cerveau privé d'oxygène, Alexandre la reconnut. Élise vit l'onde de choc le traverser de part en part. La couleur s'évapora instantanément de son visage, le rendant aussi pâle que les draps d'hôpital sur lesquels il reposait. Ses pupilles se dilatèrent. Ce n'était plus seulement la douleur physique qui tordait ses traits, c'était une horreur viscérale, une réalisation dévastatrice. La machine à ses côtés se mit à hurler plus fort, son cœur défaillant réagissant à la décharge d'adrénaline émotionnelle. Il ouvrit la bouche. Ses lèvres sèches et bleuies tremblèrent, luttant pour former un son à travers le masque à oxygène. Il essaya de lever une main faible, tremblante, vers elle. Un murmure inaudible se perdit dans le chaos de la salle, mais Élise sut lire sur ses lèvres. Élise. Une tempête de sentiments contradictoires la frappa avec la violence d'un ouragan. La rage, brûlante et destructrice, monta en elle. Pourquoi était-il là? Pourquoi le destin, dans toute sa cruauté, l'avait-il ramené sur la table d'opération de la femme qui l'avait brisé? Une petite voix sombre, terrifiée dans un coin de son esprit, lui murmurait de reculer. De passer le relais à un de ses confrères, de fuir, comme il l'avait fait des années auparavant. Elle ne lui devait rien. Elle ne lui devait certainement pas la vie. Mais en regardant la main d'Alexandre retomber lourdement sur le côté, vaincue, Élise ferma les yeux une fraction de seconde. Elle pensa à Léo. Elle pensa à la femme qu'elle avait choisi de devenir. Elle n'était pas un bourreau. Elle était médecin, et face à elle, il n'y avait plus le milliardaire arrogant qui avait détruit son cœur, ni l'héritier lâche d'un empire financier. Il y avait un homme brisé, dont la vie s'échappait, seconde après seconde. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le mur de glace professionnel était retombé en place. Impénétrable. « Son rythme chute, docteur Mercier !» hurla l'anesthésiste. « On ne perd plus une seconde. Emmenez-le !» ordonna-t-elle. Sa voix était d'une froideur tranchante, dénuée de la moindre inflexion humaine. Tandis que l'équipe se précipitait pour pousser le brancard vers les ascenseurs, Élise se dirigea vers la salle de préparation chirurgicale. Elle s'approcha des éviers en acier inoxydable. Elle appuya sur la pédale pour faire couler l'eau chaude. L'eau coula sur ses mains, sur ses avant-bras. Elle versa la solution antiseptique et commença à frotter. Fort, très fort. Ses yeux étaient fixés sur le miroir au-dessus du lavabo. Elle regardait son propre reflet. Les cernes sombres sous ses yeux,
la pâleur de ses propres joues. Le masque chirurgical qui cachait la tension de sa mâchoire contractée à l'extrême. C'est une expérience profondément troublante de réaliser que l'on tient le destin de quelqu'un entre ses mains. Mais que ressent-on lorsque cette personne a autrefois tenu votre propre cœur pour le broyer sans pitié? Il y a une certaine ironie poétique dans la vie, ne trouvez-vous pas? Parfois, l'univers nous place dans des situations d'une telle intensité dramatique que l'on se demande s'il ne cherche pas à nous tester, à voir jusqu'où s'étendent notre compassion, notre force et surtout notre capacité de pardon. Elle brossait sa peau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, brûlante, comme si elle essayait de laver la souillure de ses souvenirs qui, subitement, l'assaillaient. L'odeur de son parfum, la chaleur de son corps contre le sien les nuits d'hiver dans son petit appartement d'étudiante, le rire grave qui faisait vibrer son torse. Et puis, la une des magazines tabloïds étalée dans les kiosques, annonçant les noces grandioses d'Alexandre Laurent avec la riche héritière d'une dynastie concurrente. Le jour précis où Élise avait vu 2 petites lignes roses sur un test de grossesse. Elle ferma le robinet. Ses mains étaient stériles, levées devant elle. Son esprit devait l'être aussi. Elle respira profondément, avalant le nœud serré de larmes et d'angoisse qui obstruait sa gorge. Elle poussa la porte du bloc opératoire avec le dos. La lumière centrale était déjà braquée sur la poitrine dénudée et badigeonnée d'iode d'Alexandre. Le bip rythmique et faible du moniteur cardiaque emplissait la pièce froide. L'équipe chirurgicale l'attendait, silencieuse, prête à la suivre dans la bataille. Élise s'avança. Une infirmière lui noua sa blouse stérile dans le dos et lui enfila ses gants en latex tendu. Elle se plaça à la droite d'Alexandre. Le visage de l'homme était caché par les champs opératoires bleus, ne laissant visible que le champ d'incision. C'était mieux ainsi. Elle n'aurait pas pu supporter de regarder son visage endormi. « Bistouri » demanda-t-elle, tendant la main. L'instrument métallique froid et lourd fut déposé dans sa paume. Elle prit une dernière inspiration et, d'un geste d'une précision chirurgicale absolue, elle incisa la peau. Le temps s'étira, devenant une entité molle et pesante. L'ouverture du thorax, l'écartement des côtes, l'accès au péricarde. Sous les projecteurs aveuglants du bloc opératoire, Élise regarda le cœur d'Alexandre. Il était là, exposé, vulnérable, palpitant faiblement dans le creux de sa poitrine. C'était un organe musclé, luttant désespérément pour sa survie, entouré de plaques menaçantes qui l'empêchaient de faire son travail. Élise resta immobile 1 seconde de trop. Ses yeux fixaient cette masse de muscles et de vaisseaux sanguins. C'était ce cœur qu'il avait prétendument aimé. C'était ce cœur qui s'était fermé à elle, qui avait choisi l'argent, la sécurité dynastique, le pouvoir, la laissant seule dans l'abîme. Et aujourd'hui, ce même cœur cédait. Il se mourait sous le poids de la graisse, du stress, ou peut-être sous le poids de choses bien plus lourdes et invisibles. Elle leva lentement sa main droite. Son gant couvert de sang glissa doucement pour soutenir l'organe meurtri, le stabilisant afin d'évaluer les dommages causés par l'obstruction artérielle. Il était là, le paradoxe absolu. Élise Mercier tenait littéralement, physiquement, entre ses mains gantées, le cœur de l'homme qui l'avait détruite. Une larme solitaire, chaude et brûlante, s'échappa du coin de son œil gauche. Heureusement, elle fut arrêtée par le bord supérieur de son masque chirurgical, absorbée par le tissu, avant que quiconque ne puisse la remarquer. « Clamp » ordonna-t-elle, la voix raillée mais ferme. Pendant les 5 heures qui suivirent, le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait plus de passé, plus d'avenir, plus de douleur ni de trahison. Il n'y avait que les artères à dégager, les pontages à réaliser, les sutures à fermer. Élise se perdit dans la mécanique de la vie,
cousant avec une minutie obsessionnelle les vaisseaux qui permettraient à cet homme de continuer à respirer l'air de la Terre. Elle travaillait avec l'acharnement de quelqu'un qui se bat non pas pour sauver un amour perdu, mais pour préserver son propre honneur, son humanité. Lorsqu'elle posa enfin le dernier point de suture sur la peau refermée de la poitrine d'Alexandre, l'aube pointait derrière les stores baissés des fenêtres de l'hôpital. Le moniteur cardiaque affichait désormais un rythme sinusal, normal, fort, régulier. Elle recula d'un pas. Ses épaules s'affaissèrent brutalement. La tension nerveuse qui l'avait maintenue debout pendant ces 5 heures de cauchemar éveillé s'évapora, la laissant vide, épuisée jusqu'à la moelle. « Beau travail, docteur », murmura l'anesthésiste avec admiration. « Il revient de loin. Vous avez fait un miracle. » Élise ne répondit pas. Elle arracha ses gants ensanglantés, les jeta dans la poubelle des déchets médicaux et quitta la salle d'opération sans un regard en arrière. Dans le couloir désert, elle s'adossa contre le mur froid. Elle glissa lentement jusqu'à s'asseoir sur le lino immaculé, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Elle enfouit son visage dans ses mains tremblantes. Et là, dans le silence de l'aube naissante, la grande docteure Élise Mercier, la femme de fer, pleura. Elle pleura silencieusement, son corps secoué de spasmes, pleurant la jeune fille innocente qu'elle avait été, pleurant le père de son fils qui venait de frôler la mort, et pleurant l'avenir incertain qui venait brusquement d'exploser sa bulle de sécurité. Le destin venait de lancer ses dés, et le jeu cruel de la vie venait de recommencer. Le froid glacial du lino finissait par engourdir ses membres, mais Élise Mercier restait là, adossée au mur de ce couloir désert, incapable de rassembler la force nécessaire pour se relever. Les larmes qui avaient dévalé ses joues commençaient à sécher, tirant sur sa peau épuisée, laissant derrière elle le goût salé de la défaite et de la résignation. Elle avait sauvé la vie d'Alexandre Laurent. Techniquement, elle avait rempli son serment d'Hippocrate. Elle avait recousu la chair, rétabli le flux sanguin, ordonné à son cœur de battre à nouveau. Mais alors qu'elle fixait le plafond blanc et stérile de l'hôpital, une question lancinante, cruelle, résonnait dans le vide de son esprit. Qui allait recoudre le sien? Lentement, avec la lourdeur d'une femme portant le poids du monde sur ses épaules, elle prit appui sur le mur et se hissa sur ses pieds. Ses muscles protestèrent, engourdis par la tension nerveuse et la fatigue accumulée. Le jour s'était maintenant levé sur Paris. À travers les fenêtres, au bout du couloir, une lumière grise et terne filtrait, éclairant les couloirs de l'hôpital d'une lueur blafarde. La machine médicale se remettait en marche. Les bruits de chariots, les murmures des infirmières de jour prenant leur service, le tintement lointain des ascenseurs. La vie reprenait son cours normal pour tout le monde, sauf pour elle. Elle marcha d'un pas mécanique vers son bureau. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un écho du passé. En poussant la porte de son sanctuaire, la première chose qui accrocha son regard fut, inévitablement, le dessin de Léo. Les couleurs vives, le trait maladroit, l'innocence pure qui s'en dégageait. Elle s'approcha du bureau, effleura le papier granuleux du bout de l'index et sentit une nouvelle vague d'émotion menacer de la submerger. Léo avait les mêmes yeux sombres, la même courbure de mâchoire, le même sourire en coin que l'homme qui gisait actuellement dans la chambre de soins intensifs, branché à un respirateur. Comment allait-elle pouvoir regarder son fils dans les yeux ce soir, en sachant que son père, l'homme dont elle lui avait toujours dit qu'il était parti loin, respirait le même air qu'eux, à quelques kilomètres seulement de leur appartement? Avez-vous déjà remarqué comment notre mémoire agit parfois comme un prédateur silencieux? Nous passons des années à construire des forteresses, à empiler des briques de déni, de travail acharné et de nouvelles routines pour emmurer nos souvenirs les plus douloureux. Nous pensons être en sécurité. Nous nous persuadons que le temps a fait son œuvre, que l'oubli nous a accordé sa miséricorde. Et puis,
Un simple regard, une odeur familière, ou le tracé d'un électrocardiogramme suffit à faire exploser cette forteresse en 1 million de fragments. Soudain, vous n'êtes plus la personne forte et accomplie que vous êtes devenue. Vous êtes de nouveau cette âme brisée, perdue dans les décombres de ce qui fut votre plus grand bonheur. Pour Élise, assise dans le fauteuil en cuir de son bureau, le brouhaha de l'hôpital s'estompa pour laisser place au bruit incessant d'une pluie parisienne tombant sur les vitres minces d'une chambre de bonne. C'était il y a 8 ans, 8 longues années qui, soudainement, s'évaporaient pour la ramener au point de départ. À l'époque, Élise n'était pas la brillante chirurgienne reconnue par ses pairs. Elle était une interne en médecine de 25 ans, épuisée, survivant à coups de café noir et de nuits blanches passées à mémoriser des manuels d'anatomie. Elle habitait un minuscule appartement sous les toits, glacial en hiver et étouffant en été, mais c'était son royaume. Elle n'avait rien, si ce n'est une ambition dévorante et la certitude qu'elle s'en sortirait par elle-même. Leur rencontre n'avait rien eu d'un conte de fées, du moins en apparence. C'était un soir d'octobre, dans une petite librairie d'occasion du quartier latin, où Élise aimait se réfugier pour échapper au bruit de l'hôpital. Il pleuvait à torrents. Elle feuilletait un traité de cardiologie usé lorsqu'il était entré en trombe, trempé, bousculant presque le présentoir à l'entrée. Alexandre. Il portait un manteau en cachemire hors de prix, ruiné par l'averse, et regardait nerveusement par la vitrine, comme s'il fuyait quelqu'un. Lorsqu'il s'était retourné et que leurs regards s'étaient croisés pour la toute première fois, le monde d'Élise avait imperceptiblement basculé sur son axe. Il y avait dans ses yeux une détresse, une urgence qui tranchait avec son allure de jeune loup de la finance. Plus tard, elle apprendrait qu'il fuyait ce soir-là la garde rapprochée imposée par son père, cherchant une simple heure de liberté dans une vie minutieusement chorégraphiée par l'empire familial. Il s'était excusé pour sa maladresse avec un sourire hésitant qui n'appartenait qu'à lui, ce sourire qui plissait légèrement le coin de ses yeux. Ils avaient commencé à parler, d'abord de la pluie, puis des livres, puis de la vie. Ils avaient fini dans un petit bistrot miteux à boire du vin rouge de mauvaise qualité jusqu'à la fermeture. Cette nuit-là avait marqué le début d'une parenthèse enchantée, d'un monde parallèle où l'héritier du puissant groupe Laurent Immobilier n'était qu'Alex, et où l'interne Fauché était une reine. Leur amour avait été fulgurant, une collision de 2 étoiles solitaires. Alexandre se faufilait hors de ses galas mondains, fuyant les réunions du conseil d'administration pour la retrouver dans sa petite chambre sous les toits. Il s'asseyait sur le bord de son lit grinçant, enlevant sa cravate en soie avec un soupir de soulagement, comme s'il retirait un collier étrangleur. Élise se souvenait avec une précision déchirante de la sensation de ses mains dans ses cheveux, de la chaleur de sa peau contre la sienne sous les couvertures fines, des heures passées à refaire le monde dans l'obscurité. « Je déteste cet empire, Élise », lui murmurait-il souvent, la voix lourde de fatigue, le visage enfoui dans le cou de la jeune femme. « Mon père a tout tracé. Il ne voit pas un fils. Il voit un successeur. Il voit des fusions, des acquisitions. Mais quand je suis ici, avec toi, c'est le seul moment où j'ai l'impression d'exister vraiment. » Et elle l'avait cru. Elle avait cru à la sincérité de son désespoir. Elle avait caressé son dos tendu, apaisé ses angoisses, croyant naïvement que l'amour pur et absolu qu'il partageait suffirait à vaincre les montagnes d'or et les pressions d'une dynastie impitoyable. Elle l'aimait avec la force d'une femme qui n'a rien d'autre à perdre, lui offrant son cœur sans aucune armure. Mais l'ombre du patriarche, Auguste Laurent, était une menace insidieuse qui se rapprochait inéluctablement. Au fil des mois, la lumière dans les yeux d'Alexandre avait commencé à s'éteindre. Les retards se faisaient plus fréquents. Les silences devenaient lourds, chargés de non-dits toxiques. Ses appels restaient parfois sans réponse. Lorsqu'il se voyait, il semblait préoccupé, son esprit constamment happé par une angoisse invisible.
La presse économique avait commencé à bruire de rumeurs concernant une fusion colossale entre le groupe Laurent et l'empire hôtelier de la famille de Beaumarchais. Une fusion qui, selon les tabloïds mondains, devait être scellée par une alliance matrimoniale entre Alexandre et Camille de Beaumarchais, la riche et froide héritière. Élise se rappelait avoir jeté l'un de ses magazines sur la table basse devant Alexandre, les mains tremblantes de rage et de peur. « Dis-moi que c'est faux !» avait-elle supplié, la voix brisée, cherchant désespérément un démenti dans son regard. « Dis-moi que ce sont des rumeurs inventées pour faire monter le cours de l'action. » Alexandre avait regardé le magazine avec une expression d'une neutralité glaçante, un masque de cire qui le rendait soudainement méconnaissable. Il n'avait pas essayé de la prendre dans ses bras. Il n'avait pas nié. Il s'était levé, rajustant les poignets de sa chemise sur mesure, avec une lenteur calculée. « C'est compliqué, Élise », avait-il répondu d'une voix sourde, fuyant son regard. « Les enjeux dépassent ce que tu peux comprendre. Des milliers d'emplois sont en jeu. L'héritage de 3 générations. Mon père. » Il s'était interrompu, passant une main tremblante dans ses cheveux sombres, un geste trahissant la panique qui le rongeait de l'intérieur. « Mon père a été clair sur les conséquences si je refuse cette union. » « Les conséquences ?» avait-elle crié, les larmes dévalant sur ses joues, la douleur lui lacérant la poitrine comme une lame effilée. « Et nous? Et moi? Qu'est-ce que je suis pour toi, Alexandre? Une distraction? Une échappatoire en attendant que tu prennes ton trône ?» Le silence qui avait suivi cette question était resté gravé dans la mémoire d'Élise comme le moment exact où son âme s'était fracturée. Alexandre l'avait regardé, ses yeux sombres, remplis d'une tristesse insondable, d'une résignation lâche. « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, Élise, » avait-il murmuré, la voix tremblante. « Mais je n'ai pas le choix. Je suis désolé, tellement désolé. » Et il était parti, sans un cri, sans une explication supplémentaire. Il avait franchi la porte de la petite chambre sous les toits, emportant avec lui la lumière, la chaleur et la foi d'Élise en l'amour, la laissant s'effondrer sur le sol en larmes, le cœur littéralement arraché de sa poitrine. Elle avait passé des jours prostrée, incapable de manger, incapable de dormir, espérant chaque seconde que la porte s'ouvrirait et qu'il reviendrait, lui disant qu'il avait choisi l'amour, qu'il avait affronté son père, qu'il était prêt à tout perdre pour elle. Mais Alexandre n'était jamais revenu. Le coup de grâce n'était cependant pas encore porté. Dans le silence oppressant de son bureau d'hôpital, 8 ans plus tard, Élise frissonna en se remémorant les semaines qui avaient suivi cette rupture. La nausée matinale, la fatigue extrême qu'elle mettait sur le compte du chagrin et de ses gardes à l'hôpital. Et puis, cette journée grise de novembre. Elle sortait de sa garde, marchant comme un fantôme dans les rues de Paris. En passant devant un kiosque à journaux, son cœur s'était arrêté de battre. Toute la devanture était recouverte du même visage souriant, posant devant le parvis d'une cathédrale somptueuse. Le mariage de l'année. Alexandre Laurent dit « oui » à Camille de Beaumarchais. La photo en pleine page montrait Alexandre, d'une élégance aristocratique dans son smoking noir, tenant par la taille une jeune femme blonde, resplendissante dans une robe de mariée hors de prix. Il souriait au photographe. Un sourire parfait, poli, maîtrisé. Le sourire d'un homme qui avait accepté son destin doré, d'un homme qui avait vendu son âme pour préserver un empire de béton et d'acier. Élise avait eu l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. L'air était devenu rare. Une vague de nausée violente, impossible à réprimer, lui était montée à la gorge. Elle s'était précipitée dans la ruelle adjacente, s'appuyant contre un mur humide, le corps secoué de haut le cœur. C'est là, en essuyant sa bouche tremblante du dos de la main, qu'un terrible doute s'était immiscé dans son esprit. Un retard, 2 semaines de retard. Les seins gonflés, la fatigue écrasante.
Elle avait couru jusqu'à la pharmacie la plus proche. Le pharmacien lui avait tendu la petite boîte en carton avec un regard de compassion qu'elle n'avait même pas remarqué, obnubilée par la panique sourde qui tambourinait dans ses tempes. De retour dans la solitude glaciale de sa salle de bain, elle s'était assise sur le carrelage froid, le dos contre la baignoire écaillée. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait eu du mal à retirer le capuchon du test. Les minutes qui avaient suivi l'attente du résultat lui avaient semblé durer une éternité. Le tic-tac de la petite horloge au-dessus du miroir résonnait comme un marteau-piqueur. Elle fixait le petit rectangle en plastique posé sur le bord du lavabo. Une ligne. Une deuxième ligne rose commença à apparaître. D'abord pâle, fantomatique, puis de plus en plus foncée, incontestable, cruelle de vérité. Positif. La pièce s'était mise à tourner. Élise porta une main à sa bouche pour étouffer le sanglot déchirant qui lui échappa. Elle était enceinte. Enceinte de l'homme qui venait, quelques jours plus tôt, de jurer fidélité à une autre femme devant le monde entier. L'homme qui l'avait abandonnée par lâcheté, par ambition ou par peur. Elle s'était recroquevillée sur elle-même, pleurant toutes les larmes de son corps, pleurant pour l'enfant qui grandissait en elle et qui n'aurait jamais de père, pleurant pour la vie insouciante qu'elle venait de perdre définitivement. Mais au milieu de cette nuit de désespoir absolu, quelque chose s'était brisé en elle, et autre chose était née. Une détermination d'une froideur implacable. Elle avait essuyé ses larmes avec rage. Elle avait regardé son reflet ravagé dans le miroir. Elle se fit alors une promesse silencieuse, un serment inébranlable. Elle ne serait jamais une victime. Elle ne supplierait jamais Alexandre Laurent. Elle ne lui donnerait jamais la satisfaction de savoir qu'il avait le pouvoir de la détruire. Elle élèverait cet enfant seule. Elle deviendrait la meilleure dans son domaine. Elle construirait un mur de glace si épais autour d'elle et de son enfant que personne, plus jamais, ne pourrait les blesser. Et c'est exactement ce qu'elle avait fait. Pendant 8 ans, elle s'était battue avec la férocité d'une louve, sacrifiant ses nuits, sa jeunesse, toute perspective de vie amoureuse, pour se hisser au sommet de la hiérarchie médicale et offrir à Léo une vie digne, pleine d'amour et de sécurité. Léo était devenu sa force, sa seule raison de respirer. Et maintenant, le passé venait de forcer les portes de sa forteresse. Assise à son bureau, Élise passa une main lasse sur son visage. Alexandre était de retour. Le destin l'avait déposé entre ses mains, brisé, son cœur littéralement défaillant. Pourquoi lui avait-il souri, dans la salle d'urgence, avant de perdre connaissance? Pourquoi son cœur avait-il lâché à 35 ans à peine? Le narrateur se tient à vos côtés, observant cette femme puissante et pourtant si vulnérable, luttant contre ses propres démons. Il est facile, n'est-ce pas, de juger Alexandre? De voir en lui le stéréotype du milliardaire arrogant qui a sacrifié l'amour sur l'autel du profit et du prestige. C'est l'histoire que le monde entier a vue. C'est la vérité qu'Élise s'est forcée à accepter pour survivre. Mais l'esprit humain est une machine bien plus complexe, et la vérité est rarement une ligne droite. Observez bien le comportement d'Alexandre lors de cette séparation. Son masque glacé, sa voix sourde. Était-ce vraiment l'attitude d'un homme qui choisit l'argent? Ou était-ce la posture d'un homme acculé, forcé de couper ses propres membres pour sauver la seule personne qui comptait pour lui? Quelles menaces exactes Auguste Laurent avait-il proférées dans le huis clos de son bureau luxueux ce jour-là? Qu'est-ce qui pourrait pousser un jeune homme follement amoureux à briser délibérément le cœur de la femme de sa vie, si ce n'est la certitude absolue que rester à ses côtés la mettrait en grave danger? Élise ignore tout des coulisses de l'Empire Laurent. Elle ignore les menaces de destruction professionnelle, les chantages immondes
et les pressions psychologiques insoutenables qu'Alexandre a pu subir. Elle ne voit que l'abandon. Elle ne voit que son propre sang et ses propres larmes. Elle regarda de nouveau le dessin de Léo. L'enfant ne savait rien de cet homme. Pour Léo, son père était une figure abstraite, une absence justifiée par des mensonges bienveillants. Élise avait juré de le protéger. Un coup léger frappé à la porte de son bureau la fit sursauter. C'était l'infirmière en chef de la réanimation, le visage tendu par la fatigue de la nuit. « Docteur Mercier, je suis désolée de vous déranger, » dit-elle doucement, sachant pertinemment qu'Élise venait de terminer une intervention de plusieurs heures. Le patient de la chambre VIP, Monsieur Laurent, il commence à se réveiller. Les sédatifs se dissipent plus vite que prévu. Élise sentit son propre cœur rater un battement. Ses mains, reposant sur le bureau, se serrèrent lentement pour former des poings serrés, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, jusqu'à faire presque couler le sang. « C'est Constante » demanda-t-elle, retrouvant instantanément son armure de glace, son ton professionnel, détaché, presque robotique. « Stable, mais il est agité » répondit l'infirmière, l'air légèrement perplexe. « Il lutte contre le respirateur, et... » Dès qu'il a ouvert les yeux, malgré le tube, il a semblé chercher quelqu'un du regard. Il a essayé d'arracher ses voies veineuses. Le médecin de garde tente de le calmer, mais il refuse de coopérer. « Il a besoin de vous voir, docteur. Il est votre patient. »« Mon patient. » Ces deux mots résonnèrent dans l'air lourd de la pièce, une étiquette stérile pour définir un ouragan. Élise prit une profonde inspiration, repoussant brutalement les souvenirs de la pluie, de la petite chambre sous les toits, et du test de grossesse posé sur le bord du lavabo, les reléguant au fond des ténèbres de son esprit. Elle se leva, lissant machinalement les plis de sa blouse blanche, son armure moderne. « J'arrive », dit-elle simplement. Elle contourna le bureau, laissant le dessin de Léo derrière elle. Elle s'apprêtait à affronter le fantôme de son passé, non plus comme la jeune fille au cœur brisé, mais comme la femme redoutable et inébranlable qu'elle était devenue. Alexandre Laurent allait très vite comprendre qu'il ne pouvait plus la détruire, car il n'y avait plus rien en elle qui lui appartenait. Du moins, c'est ce qu'elle croyait fermement en marchant dans le couloir, ignorant le tremblement imperceptible qui agitait toujours ses mains. L'heure de la confrontation approchait, et avec elle, le risque de voir toutes ses certitudes voler en éclats. Les couloirs du dernier étage de l'hôpital Saint-Honoré étaient bien différents de l'effervescence anxiogène des urgences. Ici, dans l'aile réservée aux patients de prestige, le silence régnait en maître. Le sol en marbre étouffait le bruit des pas. Les lumières étaient douces, tamisées, et l'air ne sentait pas l'antiseptique agressif, mais plutôt une vague odeur de cire et de fleurs fraîches. C'était un monde aseptisé, conçu pour protéger les puissants de ce monde même dans leurs moments de plus grande vulnérabilité. Élise Mercier avançait d'un pas mesuré, le visage fermé, le regard fixé droit devant elle. Sous sa blouse blanche impeccablement repassée, son cœur battait à une vitesse vertigineuse, menaçant de briser ses propres côtes. Elle avait l'impression de marcher vers un échafaud invisible. Chaque mètre qui la rapprochait de la suite 402 exigeait un effort de volonté surhumain. Elle enfouit ses mains tremblantes dans les poches de sa blouse, serrant les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent douloureusement dans ses paumes. La douleur physique l'aidait à rester ancrée dans le présent. Elle ne devait pas flancher. Pas maintenant. Pas devant lui. Elle s'arrêta devant la lourde porte en chêne massif. Le panneau de bois semblait infranchissable, une frontière entre sa vie soigneusement reconstruite et le chaos de son passé. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, prit une inspiration si profonde que ses poumons en brûlèrent, et composa son masque. Le masque de la docteure Mercier. Froide, distante, inébranlable. Elle poussa la porte.
La suite VIP ressemblait davantage à une chambre de palace qu'à une chambre d'hôpital, avec ses immenses baies vitrées offrant une vue imprenable sur les toits de Paris et la tour Eiffel au loin. Mais malgré le luxe opulent, la réalité médicale était incontournable. Les moniteurs clignotaient, les perfusions s'égrenaient goutte à goutte, et au centre de cette toile technologique reposait l'homme qui régnait sur un empire immobilier d'une main de fer. Alexandre Laurent. Il n'était plus intubé, l'équipe de réanimation ayant jugé qu'il respirait suffisamment bien par lui-même pour se contenter d'une canule à oxygène sous le nez. Son visage, encadré par des oreillers d'une blancheur immaculée, était d'une pâleur effrayante, presque translucide. Les cernes sombres sous ses yeux creusés témoignaient de la violence du choc que son corps venait de subir. Il avait l'air épuisé, vieilli, dépouillé de toute son arrogance et de son pouvoir. Lorsqu'Élise entra dans son champ de vision, le rythme régulier du moniteur cardiaque s'accéléra brusquement. Le bip devint frénétique, trahissant la panique qui s'emparait de la poitrine de l'homme. Leurs regards se croisèrent. Le silence qui s'abattit sur la pièce fut d'une lourdeur suffocante. Ce n'était pas un silence vide, c'était un silence chargé de 8 années de mots non dits, de larmes avalées, de nuits d'insomnie et de regrets infinis. Alexandre tenta de se redresser, ses mains s'agrippant fébrilement au drap, mais un rictus de douleur tordit ses traits. Sa respiration devint courte, sifflante. « Ne bougez pas », ordonna Élise. Sa voix trancha l'air de la chambre comme une lame d'acier. Elle était calme, monocorde, dénuée de la moindre inflexion familière. Elle s'approcha du lit, contournant son regard avec une précision chirurgicale, et fixa les écrans de contrôle. Elle feignit d'étudier les constantes, ajustant le débit d'une poche de sérum physiologique. Elle sentait le regard brûlant d'Alexandre peser sur elle, scrutant chaque ligne de son visage, chaque mouvement de ses mains. Élise, en touch le son de son prénom, prononcé par cette voix éraillée, brisée par l'épuisement et les tuyaux qui l'avaient irritée, provoqua une décharge électrique le long de la colonne vertébrale de la jeune femme. Elle se figea une fraction de seconde, mais reprit immédiatement le contrôle. « Je suis la docteure Mercier, Monsieur Laurent », dit-elle en se tournant enfin vers lui. Son expression était d'une neutralité glaçante. « Vous êtes dans le service de soins intensifs cardiologiques. Vous avez fait un infarctus du myocarde sévère. L'artère coronaire principale était totalement obstruée. J'ai dû procéder à un double pontage en urgence pour sauver votre cœur. » Alexandre la dévisageait avec une intensité insoutenable. Ses yeux sombres, autrefois remplis de cette lumière espiègle qui la faisait fondre, n'étaient plus que des puits de détresse et de culpabilité. Il semblait ne pas entendre un seul mot du bilan médical qu'elle venait de lui exposer. Son cœur venait d'être réparé, mais c'était son âme qui saignait à ciel ouvert. « C'est toi, » murmura-t-il, un tremblement pitoyable agitant sa lèvre inférieure. « C'est toi qui m'as opéré. Tu as tenu mon cœur entre tes mains. » L'ironie de la situation n'échappait à aucun des deux. Élise sentit un nœud serré lui bloquer la gorge, mais elle refoula l'émotion avec une violence inouïe. Elle s'avança pour examiner l'incision sur son thorax. Pour ce faire, elle dut se pencher légèrement sur lui. « Je vais vérifier l'état des sutures », annonça-t-elle machinalement. Elle leva ses mains, l'une tenant un stéthoscope, l'autre s'apprêtant à dégrafer délicatement le haut de la chemise d'hôpital. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. L'odeur de sa peau, mêlée à celle de l'éther, envahit les narines d'Élise. Une odeur si familière qu'elle donna le vertige à sa mémoire. Au moment où ses doigts effleurèrent la peau brûlante de la poitrine d'Alexandre, l'homme eut un mouvement de recul imperceptible, un frisson incontrôlable. Ce n'était pas la douleur de l'incision. C'était la douleur du contact.
Lentement, avec une faiblesse qui trahissait son état critique, Alexandre leva sa main droite. Ses doigts longs et pâles vinrent se poser sur le poignet d'Élise. Le temps se suspendit. La chaleur de sa paume, à travers la fine manche de la blouse d'Élise, était une brûlure. Elle baissa les yeux vers cette main qu'il avait autrefois caressée avec tant de tendresse, cette main qui avait fini par signer les papiers d'un mariage de complaisance. Elle aurait dû se dégager immédiatement. La déontologie l'exigeait. Son propre instinct de survie l'hurlait. Mais pendant 3 secondes, 3 misérables et éternelles secondes, elle resta immobile, paralysée par le poids de son propre deuil. « S'il te plaît, » souffla Alexandre, les yeux brillants de larmes retenues. « Laisse-moi t'expliquer. » La supplique dans sa voix fut le déclencheur dont Élise avait besoin pour sortir de sa torpeur. Elle retira brusquement son poignet de l'emprise du milliardaire, reculant d'un pas précipité. Son masque se referma hermétiquement. « Il n'y a rien à expliquer, monsieur Laurent. » Le vouvoiement était une barrière de barbelés qu'elle dressait entre eux. « Vous êtes un patient en convalescence. Mon seul rôle ici est de m'assurer que votre myocarde ne lâche pas une seconde fois. »« Arrête !» s'étouffa-t-il en essayant de s'asseoir, son visage se tordant de douleur alors qu'il portait une main à sa poitrine bandée. Les alarmes du moniteur s'affolèrent. « Allongez-vous immédiatement !» ordonna Élise en s'avançant, l'instinct médical reprenant le dessus. Elle posa fermement ses mains sur ses épaules pour le forcer à se recoucher. « Vous allez faire sauter vos poings et déclencher une hémorragie interne. Êtes-vous fou ?» Il se laissa retomber sur les oreillers, le souffle court, le regard rivé sur elle avec une urgence désespérée. Ce mariage était une prison, Élise. Les mots sortirent de sa bouche dans une précipitation chaotique, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse avant qu'il n'ait pu cracher son venin. Je ne l'ai jamais aimé. C'était une transaction financière orchestrée par mon père, une fusion d'empires. Élise croisa les bras sur sa poitrine, recroquevillée dans sa posture défensive. Je vous répète que votre vie privée ne me concerne en rien. Je suis divorcé, Élise. Lâcha-t-il, la voix brisée par un sanglot sec. Ça a duré 5 ans, 5 années en enfer. J'ai divorcé dès que j'ai eu assez de pouvoir au sein du conseil d'administration pour envoyer mon père et ses chantages au diable. J'ai tout détruit pour m'enfuir. Avez-vous déjà observé ce phénomène troublant? Parfois, les excuses que nous avons attendues pendant des années, ces mots que nous avons espérés dans le noir de nos nuits blanches, finissent par arriver. Mais lorsqu'ils résonnent enfin, ils sonnent creux. La terre dans laquelle ils sont semés est devenue aride, gelée par l'hiver de l'abandon. On découvre alors que le pardon n'est pas un interrupteur que l'on peut actionner sur commande. Élise écoutait l'homme, le plus puissant de la ville, se confesser sur son lit de douleur, mais elle ne ressentait aucune satisfaction, aucun triomphe, seulement une lassitude infinie. « Félicitations pour votre liberté retrouvée », répondit-elle d'une voix qui ressemblait à des cendres froides. « Mais vous vous trompez d'interlocuteur pour vos séances de thérapie. »« Je t'ai cherché, » murmura-t-il, les larmes finissant par déborder pour rouler sur ses joues creuses. La vulnérabilité de cet homme arrogant était terrifiante à voir. Dès que j'ai été libre, j'ai engagé des détectives. Mais tu avais disparu. Tu avais quitté ton appartement. Tu n'étais plus enregistrée à l'université sous ton nom de jeune fille. Tu t'es volatilisée. La culpabilité? Il frappa faiblement sa poitrine bandée. C'est ça qui m'a tué, Élise. Pas le stress, pas les affaires, le regret. Le regret de t'avoir laissé m'a rongé de l'intérieur jusqu'à ce que ce putain de cœur arrête de battre. Un frisson glacial parcourut le corps d'Élise. Son cœur, à elle, se serra à s'en faire mal. Elle savait pourquoi elle avait disparu. Elle savait pourquoi elle avait tout fait pour brouiller les pistes et changer d'établissement hospitalier, se réfugiant sous le silence de l'anonymat,
pour terminer ses études de chirurgie. Elle l'avait fait pour protéger l'enfant qui grandissait dans son ventre. Elle l'avait fait pour que la famille Laurent et sa presse à scandale ne viennent jamais empoisonner l'existence de son fils. Et lui, il osait parler de regret? Il osait se poser en victime de ses propres choix de lâche? La colère, une colère sourde, ancienne et dévastatrice, remonta du fond des entrailles d'Élise. Elle fit un pas vers le lit, se penchant cette fois non pas comme un médecin, mais comme la femme qui l'avait brisé. Ses yeux jetaient des éclairs noirs, sa voix n'était plus qu'un murmure tranchant comme du verre pilé. « Ne vous avisez plus jamais de me parler de culpabilité, Alexandre. Vous avez fait un choix il y a 8 ans. Vous avez choisi la facilité, l'argent, le confort de l'obéissance. Vous m'avez regardé dans les yeux et vous m'avez sacrifié. Mon père menaçait de te détruire, Élise, rétorqua-t-il dans un murmure étranglé, sa respiration de plus en plus sifflante. Il savait pour tes études, il savait pour ton appartement. Il aurait brisé ta carrière avant même qu'elle ne commence. Je l'ai fait pour te protéger. » Élise laissa échapper un petit rire sec, sans aucune joie, un son qui fit froid dans le dos du milliardaire. « Me protéger ?» répéta-t-elle, le regard flamboyant de mépris. « Quelle arrogance magnifique! Vous pensiez donc que j'étais si faible, si fragile, que j'avais besoin que le preux chevalier m'abandonne pour me sauver. Je n'avais pas besoin de votre protection, Alexandre. J'avais besoin de vous. J'avais besoin que l'homme que j'aimais se tienne debout à mes côtés et affronte le monde avec moi. Mais vous avez fui. » Elle se redressa, réajustant le col de sa blouse avec des gestes mécaniques, cherchant à reprendre contenance. L'air de la chambre était devenu irrespirable. « Le passé est mort, monsieur Laurent. La jeune fille naïve qui pleurait dans une chambre de bonne n'existe plus. Vous avez devant vous la docteure Mercier. Rien de plus. Je vais demander à mon confrère, le docteur Arnaud, de reprendre votre dossier. Je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. » Elle pivota sur ses talons, le cœur battant à tout rompre, prête à fuir cette pièce avant que les larmes de rage ne trahissent sa fragilité. « Élise !» l'appela-t-il dans un cri étouffé, tentant de tendre le bras vers elle. Elle ne se retourna pas. Elle saisit la poignée de la porte. « Je te reconquérais », murmura Alexandre dans son dos. La voix était faible, tremblante, mais empreinte d'une détermination farouche, presque désespérée. « Même si je dois passer le reste de ma vie à ramper, je ne te perdrai pas une deuxième fois. » Élise ferma les yeux, avala la salive amère qui lui emplissait la bouche et sortit de la chambre en claquant la porte derrière elle, scellant ainsi la fin de leur première confrontation. De retour dans le couloir, elle s'appuya lourdement contre le mur, la main pressée contre sa propre poitrine, là où son cœur battait comme un oiseau pris au piège. Elle haletait, incapable de retenir plus longtemps les larmes qui brûlaient ses yeux. Elle avait tenu bon. Elle avait été impitoyable. Mais à l'intérieur, son armure présentait d'immenses fissures béantes. Il était divorcé. Il avait regretté. Il avait essayé de la chercher. Ses révélations tourbillonnaient dans son esprit, semant le chaos dans la réalité qu'elle s'était construite. Mais au milieu de cette tempête émotionnelle, une seule pensée brillait comme un phare d'alarme. Léo. Alexandre ne devait jamais, au grand jamais, découvrir l'existence de Léo. S'il apprenait qu'il avait un fils de 7 ans, l'homme puissant et déterminé qu'il était n'hésiterait pas à faire irruption dans leur vie avec toute la force d'un raz-de-marée, détruisant l'équilibre précaire de son petit garçon. Elle devait le tenir à distance, quoi qu'il en coûte. Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte de chêne, Alexandre Laurent fixait le plafond avec des yeux rougis par l'épuisement et le chagrin. Le silence de la chambre résonnait comme une sentence de mort. Il avait vu la haine, le mépris et la froideur dans les yeux de la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Il mesurait l'ampleur du désastre.
Il avait construit des gratte-ciels, dirigé des milliers d'hommes, brassé des milliards d'euros. Mais face à Élise, il n'était qu'un mendiant misérable. Cependant, Alexandre n'était pas un homme habitué à perdre. L'instinct du prédateur, celui-là même qui avait fait de lui un magnate impitoyable des affaires, commençait à se réveiller sous les bandages et la douleur. Quelque chose n'allait pas. La colère d'Élise était justifiée, oui, mais il y avait autre chose dans son regard. Une terreur sourde, une panique viscérale lorsqu'il avait mentionné l'avoir cherchée. Pourquoi avait-elle changé de nom? Pourquoi cette fuite si radicale, cet effacement total de son ancienne vie? Une simple rupture amoureuse ne justifiait pas de telles précautions. Avec une lenteur agonisante, Alexandre tourna la tête vers la table de nuit. Son téléphone portable, récupéré par son équipe dans la poche de son manteau aux urgences, reposait près de la carafe d'eau. Gémissant de douleur à chaque mouvement qui sollicitait son sternum fracturé par l'opération, il parvint à saisir l'appareil. Ses doigts tremblaient tellement qu'il eut du mal à déverrouiller l'écran. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Monsieur Laurent ?» répondit immédiatement une voix masculine, professionnelle et inquiète. C'était Marc, son avocat personnel et homme de confiance depuis 10 ans. « Mon Dieu, monsieur, comment allez-vous? J'ai été prévenu par l'hôpital. La presse est déjà en train de s'agiter en bas. »« Fais-les taire, Marc, » murmura Alexandre, sa voix rauque n'autorisant aucune réplique. « Achète le silence de la direction s'il le faut, mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. » Il prit une inspiration sifflante, ignorant la douleur fulgurante dans sa poitrine. « Je veux que tu mettes nos meilleurs investigateurs sur un dossier. Priorité absolue. Discrétion totale. »« Bien sûr, monsieur. De qui s'agit-il? Un membre du conseil. » Alexandre regarda la porte par laquelle Élise venait de disparaître. Ses yeux se plissèrent, la résolution durcissant ses traits tirés. « La docteure Élise Mercier, chirurgien cardiovasculaire dans cet hôpital. Je veux tout savoir sur elle. Ce qu'elle a fait pendant les 8 dernières années. Où elle habite. Qui elle fréquente. Je veux son dossier financier, ses relevés immobiliers. » Il marqua une pause, le cœur battant lourdement. « Je veux savoir quel secret elle cache avec autant de férocité. »« Je m'en occupe immédiatement, monsieur Laurent. » Alexandre laissa retomber le téléphone sur les draps. Il ferma les yeux, une larme solitaire s'échappant de ses cils pour se perdre dans l'oreiller. La guerre froide venait de commencer. Il avait brisé Élise une fois par lâcheté. Cette fois, il allait tout détruire, à commencer par lui-même, pour la reconstruire à ses côtés. Mais il ignorait encore que le secret qu'il s'apprêtait à déterrer était une bombe à retardement capable de faire exploser jusqu'à la dernière certitude de son existence. Le destin, dans l'ombre, préparait déjà sa grande révélation. Les secrets, voyez-vous, possèdent une nature fascinante et redoutable. On a beau les enterrer sous des tonnes de silence, les recouvrir de mensonges polis ou les emmurer derrière des années de distance, ils agissent toujours comme des graines plantées dans l'obscurité. Ils attendent. Ils se nourrissent de nos peurs, de nos non-dits, et finissent inéluctablement par germer, cherchant la lumière du jour avec une force qui peut briser le béton le plus épais. Pendant 8 ans, Élise Mercier avait été la gardienne d'un jardin secret d'une immense beauté, mais dont les racines puisaient dans la douleur la plus absolue. Et l'heure de la récolte approchait, portée par les vents froids de ce mois de novembre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'opération à cœur ouvert d'Alexandre Laurent. 3 semaines durant lesquelles le puissant milliardaire avait dû réapprendre l'humilité. Confiné dans l'aile de réadaptation cardiaque de l'hôpital Saint-Honoré, il avait été forcé d'accepter la lenteur de son propre corps. La cicatrice barrant son sternum le faisait atrocement souffrir à chaque toux, à chaque mouvement brusque, lui rappelant constamment sa propre mortalité.
Mais cette douleur physique n'était rien, absolument rien, comparée à la torture psychologique qui le rongeait jour et nuit. Il voyait Élise, presque tous les jours. Elle passait dans les couloirs, menant son équipe d'internes avec une autorité naturelle, sa blouse blanche flottant derrière elle comme une cape. Elle était magnifique, plus belle encore que dans ses souvenirs, auréolée de cette assurance que seules les femmes qui ont traversé l'enfer et en sont revenues victorieuses possèdent. Mais pour lui, elle était devenue une forteresse imprenable. Elle avait strictement interdit qu'il lui soit assigné comme patient. Lorsqu'ils se croisaient par hasard, son regard glissait sur lui avec la même indifférence qu'elle aurait accordée à un meuble de l'hôpital. Ce mur de glace, cette absence totale de haine ou d'amour dans ses yeux, terrifiait Alexandre bien plus que ne l'aurait fait une explosion de colère. Le mépris silencieux est la plus cruelle des sentences. Parallèlement, l'enquête qu'il avait secrètement ordonnée à son avocat pataugeait de façon anormale. Marc lui rendait visite tous les mardis, le visage barré par l'incompréhension. Les détectives privés, d'ordinaire capables de déterrer les secrets d'État, se heurtaient à un mur opaque concernant les premières années ayant suivi la rupture entre Alexandre et Élise. « Elle a disparu des radars pendant près d'1 an, monsieur », avait expliqué Marc, feuilletant nerveusement un dossier fin comme du papier à cigarette. Elle a quitté Paris du jour au lendemain. Pas de relevé bancaire significatif. Pas de contrat de location à son nom. Ses études de médecine ont été suspendues pendant 2 semestres consécutifs. Quand elle a réapparu, c'était pour intégrer un CHU en province, menant une vie d'une discrétion absolue. Elle n'a eu aucune relation connue. Rien. C'est comme si elle avait cessé d'exister pour le monde extérieur pendant 12 mois. Ce vide, ce trou noir dans la biographie de la femme qu'il aimait, obsédait Alexandre. Pourquoi une étudiante brillante, fauchée et ambitieuse aurait-elle mis sa vocation entre parenthèses? Pourquoi s'effacer ainsi? Son esprit analytique, forgé par des années de stratégie financière impitoyable, tournait à plein régime. Mais la vérité, trop immense, trop vertigineuse, refusait de se dessiner dans son esprit. Jusqu'à ce mardi après-midi, glacial et baigné d'une lumière d'automne déclinante. Alexandre avait reçu l'autorisation de marcher dans les jardins privés de la clinique de réadaptation, attenante à l'hôpital principal. Il portait un lourd manteau de laine sombre sur ses vêtements de convalescent, s'appuyant légèrement sur une canne pour soulager sa poitrine encore fragile. L'air froid mordait ses joues, mais cette sensation de réalité lui faisait un bien fou après des semaines d'air conditionné. Les arbres centenaires perdaient leurs dernières feuilles rousses, créant un tapis craquant sous ses palans. Il s'arrêta près d'un vieux chêne, reprenant son souffle. À une 30aine de mètres de là se trouvaient les grilles en fer forgé, marquant l'entrée du personnel médical. C'est alors qu'il la vit. Élise. Elle venait de sortir du bâtiment, boutonnant son manteau gris. Elle s'arrêta sur le trottoir, regardant l'heure sur son téléphone, l'air d'attendre quelqu'un. Alexandre se figea, son cœur réparé battant soudainement à une cadence plus lourde. Il allait faire demi-tour, craignant qu'elle ne le surprenne à l'observer comme un voyeur pathétique, lorsqu'un taxi parisien noir s'arrêta le long du trottoir. La portière arrière s'ouvrit. Une femme d'âge mûr, l'air bienveillant, en descendit la première, tenant par la main une petite silhouette emmitouflée dans une doudoune bleu marine et portant une écharpe rouge vif. « Maman !» Le cri, aigu et joyeux, fendit l'air froid de l'après-midi. Alexandre vit Élise se métamorphoser instantanément. Le masque de la brillante chirurgienne, impassible et froide, se volatilisa. Son visage s'illumina d'un sourire d'une tendresse si pure, si bouleversante, que l'homme qui l'observait de loin en eut le souffle coupé. Elle s'agenouilla sur le pavé sale, ouvrant grand les bras, ignorant totalement les passants. Le petit garçon,
Un cartable trop grand pour lui rebondissant sur son dos se précipita vers elle et se jeta à son cou avec la force d'un petit boulet de canon. Élise enfouit son visage dans les cheveux sombres de l'enfant, l'entourant de ses bras protecteurs, le berçant un instant. Elle se releva en le portant à moitié, malgré la fatigue de sa journée, et lui embrassa la joue avec ferveur. Le monde d'Alexandre Laurent s'arrêta de tourner. La scène, d'une banalité touchante pour n'importe quel passant, fut pour lui l'équivalent d'un séisme d'une magnitude incalculable. Il lâcha sa canne. Elle tomba sur le gravier avec un bruit mat qu'il n'entendit même pas. Ses mains tremblantes vinrent se crisper sur la rambarde du banc le plus proche. Ses yeux, écarquillés par l'horreur et la sidération, étaient rivés sur le visage du petit garçon, qui venait de se tourner dans sa direction pour regarder un oiseau s'envoler. Ce visage. Ses cheveux sombres, légèrement ondulés sur le front. Cette mâchoire volontaire, même sur un visage d'enfant. Et ses yeux. Surtout ses yeux, d'un brun si profond qu'ils en paraissaient noirs, légèrement plissés au coin lorsqu'il riait aux éclats de quelque chose que sa mère venait de lui dire. Alexandre n'avait pas besoin d'un test ADN. Il n'avait pas besoin des rapports de ses détectives privés, ni d'une confession d'Élise. Il se regardait dans un miroir. Il regardait une version de lui-même, miniature, innocente, vivante. Une sonnerie stridente se déclencha dans son crâne. Les mathématiques les plus simples et les plus dévastatrices de son existence venèrent de se faire dans son cerveau traumatisé. Un garçon qui paraissait avoir 7 ans, 8 années de séparation, 1 an de disparition totale des radars. Mon Dieu! Le murmure franchit la barrière de ses lèvres exsangues. Ses genoux menacèrent de se dérober sous son poids. Une douleur fulgurante, aiguë et insoutenable irradia depuis le centre de sa poitrine. Ce n'étaient pas ses pontages coronariens qui lâchaient, c'était son âme qui se déchirait en deux. L'enfant. L'enfant était la raison de son silence. L'enfant était l'explication de sa haine. L'enfant était la preuve vivante de l'ampleur apocalyptique de sa lâcheté passée. Avez-vous déjà fait l'expérience de la réalisation totale de vos propres erreurs? Ce moment de clarté brutale, où toutes les excuses, toutes les justifications que vous vous êtes soigneusement construites pendant des années sont pulvérisées en une fraction de seconde. Alexandre réalisait soudain que son choix d'obéir à son père pour préserver un empire d'acier et de verre lui avait coûté la seule chose qui avait une véritable valeur dans cet univers. Il n'avait pas seulement abandonné la femme qu'il aimait, il avait abandonné son fils. Il l'avait laissé grandir sans père. Il avait laissé Élise affronter seule les nuits blanches, les fièvres de minuit, les premiers pas, la terreur et la solitude de la maternité précaire. À quelques mètres de là, Élise, tenant Léo par la main, sentit comme une brûlure sur sa nuque. Un instinct paternel, primitif et infaillible. Elle tourna la tête vers les jardins de l'hôpital. Son regard croisa celui d'Alexandre. Elle le vit. Elle vit sa pâleur cadavérique, sa posture effondrée, ses mains cramponnées au banc comme s'il était au bord d'un précipice. Elle vit, avec une lucidité glaçante, que la vérité venait d'éclater. L'armure de secret qu'elle avait construite avec son sang et ses larmes venait d'être transpercée. La panique, animale et incontrôlable, s'empara d'elle. Elle serra la petite main de Léo avec tant de force que l'enfant leva les yeux vers elle, surpris. « Maman, tu me fais mal », murmura-t-il. « Pardon, mon amour », répondit-elle d'une voix qui tremblait malgré elle. Elle se tourna vers la nounou, le visage soudain fermé et pâle. « Martine, emmenez Léo à la cafétéria de l'hôpital et prenez-lui un chocolat chaud et une pâtisserie. Je vous rejoins dans 10 minutes. J'ai oublié de signer un dossier urgent. »« Maman, tu avais dit qu'on rentrait tout de suite. »
protesta Léo avec une petite moue boudeuse qui ressemblait atrocement à celle de l'homme qui les observait. « Je sais, mon chéri. Juste 10 minutes. Promis. » Elle déposa un baiser précipité sur le front de l'enfant et se redressa. Elle regarda la nounou éloigner son trésor vers les portes vitrées du hall principal. Une fois Léo hors de vue, Élise pivota. Sa terreur s'était instantanément transmutée en une rage volcanique. Elle marcha vers les grilles du jardin, son manteau volant autour d'elle, ses talons claquant sèchement sur le bitume. Elle ressemblait à une lionne dont le territoire venait d'être profané. Alexandre s'était redressé, péniblement. Il tentait d'avancer vers elle, ignorant sa canne restée au sol. Ses jambes tremblaient de façon incontrôlable. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, elle ne lui laissa pas le temps de prononcer une seule syllabe. Elle l'attrapa par la manche de son manteau, le poussant rudement vers une petite porte de service dérobée qui menait à une ancienne salle de consultation désaffectée au rez-de-chaussée. Elle claqua la porte derrière eux et verrouilla le loquet avec violence. La pièce était sombre, sentait la poussière et l'humidité, seulement éclairée par la lumière crépusculaire filtrant à travers les stores cassés. Alexandre haletait. Il tenta de s'appuyer contre un vieux bureau médical, ses yeux sombres fixés sur Élise avec l'intensité d'un homme qui se noie et regarde un phare. « Dis-moi que je suis fou !» supplia-t-il, sa voix se brisant sur la première syllabe. Ses larmes, qu'il ne cherchait même plus à retenir, coulaient silencieusement sur ses joues, se perdant dans le col de son manteau. « Élise, je t'en supplie, dis-moi que mon esprit me joue des tours. Dis-moi que ce garçon n'est pas... » « Ne finis pas cette phrase !» hurla Élise. Le cri résonna dans la petite pièce avec une violence inouïe. Toute la retenue, tout le vernis professionnel, toute la froideur chirurgicale qu'elle avait affichée depuis son retour volèrent en éclats. Elle s'avança vers lui, pointant un doigt accusateur et vengeur sur sa poitrine, là où la cicatrice de son pontage était encore fraîche. « C'est mon fils !» cracha-t-elle, chaque mot trempé dans l'acide de ses années de souffrance. « Il est à moi. Il n'a rien à voir avec toi. Rien. »« Quel âge a-t-il » demanda Alexandre, la voix réduite à un chuchotement misérable. Son cœur martelait ses côtes avec une fureur désespérée. « Ne me mens pas, Élise. Par pitié. Quel âge a-t-il » Élise le regarda. Elle vit l'homme le plus puissant de l'industrie immobilière, réduit à néant, tremblant, brisé, implorant une vérité qu'il connaissait déjà. Une part sombre d'elle-même savoura cette destruction. Une justice poétique s'accomplissait enfin. « 7 ans, répondit-elle, le regard d'une froideur absolue. Il aura 8 ans au printemps prochain. Le couperet venait de tomber. Alexandre recula d'un pas, comme s'il venait de recevoir un coup de poing d'une brutalité inouïe en plein visage. Ses jambes cédèrent. Lentement, de manière pathétique, il glissa le long du mur et s'effondra sur le sol poussiéreux, les genoux ramenés contre sa poitrine, cachant son visage entre ses mains. Un sanglot rauque, d'une laideur et d'une pureté absolue, déchira le silence de la pièce. « Mon Dieu !» gémissait-il, son corps entier secoué de spasmes. « Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Élise se tenait au-dessus de lui, rigide comme une statue vengeresse. Elle ne ressentait aucune pitié. Pas encore. La digue, qui avait retenu 8 années de larmes amères, venait de céder, et elle laissa le torrent de sa vérité se déverser sur lui. « Tu as choisi, Alexandre, » dit-elle, sa voix basse, vibrante d'une douleur à l'état pur. « Tu te souviens du jour où tu m'as annoncé ton mariage ? Ce jour-là, j'avais les résultats du laboratoire dans mon sac. Je voulais te l'annoncer. Je voulais te dire que nous allions être une famille. Mais tu n'as pas eu le temps de m'écouter, n'est-ce pas ? Tu étais trop pressé d'aller obéir à ton père,
trop terrifié par l'idée de perdre ton précieux héritage et ton compte en banque. Je croyais te protéger, cria-t-il depuis le sol, relevant un visage dévasté par le chagrin et la honte. Il aurait détruit ta vie, Élise. Tu as détruit ma vie, hurla-t-elle en retour, s'accroupissant soudainement devant lui pour que leurs visages soient à la même hauteur, ses propres larmes coulant désormais librement. Ne te donne pas le beau rôle, Alexandre. Tu as fui. Sais-tu ce que c'est que d'être enceinte de 7 mois, seule dans un appartement de 20 mètres carrés, sans chauffage, parce que chaque centime devait être économisé pour acheter des couches? Sais-tu ce que c'est que d'accoucher seule, en tenant la main d'une infirmière que je ne connaissais pas, en pleurant de désespoir parce que l'homme que j'aimais s'affichait dans les magazines avec sa jeune épouse? Alexandre ferma les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur de la mère de son enfant. Chaque mot qu'elle prononçait s'enfonçait dans son cœur réparé, comme un scalpel rouillé. Pendant que tu trinquais au champagne dans des galas de charité, continua Élise, sa voix se cassant. Je révisais mes examens de médecine avec un bébé fiévreux dans les bras. J'ai eu faim, Alexandre. J'ai eu froid. J'ai cru devenir folle de solitude. Mais j'ai survécu. Léo et moi, nous avons survécu sans toi. Tu n'es rien pour lui. Tu es un donneur de sperme qui s'est volatilisé. Rien de plus. Le silence retomba, lourd, suffocant. Seuls les sanglots étouffés d'Alexandre et la respiration erratique d'Élise se faisaient entendre. L'homme puissant qu'il avait été n'existait plus. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de justification, plus de défense. Alexandre venait de subir la plus grande défaite de son existence, et cette défaite était une leçon de justice émotionnelle pure. Il comprit, à cet instant précis, allongé sur le sol de cette pièce miteuse, que l'empire pour lequel il s'était prostitué, les milliards qu'il possédait, les immeubles qui portaient dans son nom, tout cela n'était que de la cendre. Il leva lentement les mains et prit le visage d'Élise entre ses paumes. Elle essaya de reculer, mais la douceur de son toucher la surprit. Ses pouces essuyèrent maladroitement les larmes qui coulaient sur les joues de la jeune femme. « Tu as raison, » murmura-t-il, la voix étrangement calme, vidée de tout égo, imprégnée d'une résignation absolue. « Tu as raison sur toute la ligne, mon amour. Je suis un lâche. J'ai été le pire des hommes. J'ai sacrifié le sacré pour le profane. Et je ne te demanderai jamais, au grand jamais, de me pardonner. Tu es la mère de mon fils, et tu as fait de lui un miracle. À toi seul, je n'ai aucun droit sur lui, aucun droit sur toi. » Élise fut déstabilisée. Elle s'attendait à ce qu'il exige de voir l'enfant, qu'il brandisse son pouvoir financier pour la menacer d'un procès pour garde partagée. Elle s'attendait à l'homme qu'elle avait connu, mais l'homme qui se tenait devant elle, les genoux à terre, vaincu, ne réclamait rien. « Écoute-moi bien, Élise, » continua Alexandre, ses yeux sombres brûlant d'une lueur nouvelle. Une détermination qui n'avait plus rien à voir avec l'ambition, mais tout avec la rédemption. Pendant 8 ans, j'ai cru que la seule façon de racheter ma lâcheté était de détruire mon père de l'intérieur et de prendre le contrôle total de cet empire maudit pour être libre de te retrouver. Je croyais que l'argent et le pouvoir pourraient tout réparer. Je me trompais. Cet empire est empoisonné. C'est lui qui m'a éloigné de toi. C'est lui qui m'a volé mon fils. » Il se releva péniblement, s'appuyant contre le mur. Il sortit son téléphone de sa poche. L'écran s'illumina dans la pénombre. « Qu'est-ce que tu fais » murmura Élise, soudain inquiète, reculant d'un pas. Alexandre ne la regarda pas. Il composa le numéro de son avocat. Marc. Il mit le haut-parleur. « Monsieur Laurent ?» répondit la voix empressée. « J'allais vous appeler. La réunion du conseil d'administration exceptionnelle pour acter la fusion internationale commence dans 15 minutes. Votre père y assiste en visioconférence. »
Marc, annule tout. Pardon, monsieur? Annuler la fusion? Mais c'est le travail de 3 années, votre père. Je m'en fiche de mon père, et je me fiche de cette entreprise. La voix d'Alexandre était d'un calme olympien, tranchante comme le diamant. L'homme d'affaires reprenait le contrôle, mais pour exécuter sa propre exécution publique. Prépare les documents de cession de l'intégralité de mes parts. Je veux que mes actions soient transférées à des fondations de recherche médicale, notamment en pédiatrie. Et prépare ma lettre de démission immédiate du poste de président-directeur général. Le silence au bout du fil fut total, seulement troublé par un souffle de panique. Alexandre? Monsieur, vous réalisez ce que vous me demandez? C'est un suicide financier. La famille va vous bannir. Votre père va vous détruire publiquement. Vous renoncez à des milliards. Je renonce à des chaînes, Marc, répondit Alexandre en levant les yeux vers Élise, qui le regardait, pétrifiée, les lèvres entr'ouvertes par le choc. Je déshérite mon passé pour essayer de mériter un avenir. Fais ce que je t'ai dit. Je ne suis plus un Laurent à partir de cette seconde. Il raccrocha sans attendre la réponse de l'avocat et jeta le téléphone sur le bureau couvert de poussière. La justice émotionnelle, très cher spectateur, ne réside pas dans la vengeance ou la destruction de l'autre. Elle s'accomplit lorsque celui qui a fauté réalise la vacuité de ses choix et décide, de son plein gré, de détruire l'autel de son propre ego. Alexandre venait de commettre l'acte d'amour le plus absolu. Il ne promettait pas à Élise des diamants ou une vie de château. Il ne lui jurait pas qu'il allait la protéger avec ses millions. Il lui prouvait, par l'acte le plus irrémédiable qui soit, qu'entre l'empire mondial qu'il avait forcé à l'abandonner 8 ans plus tôt et la simple existence de la femme qu'il aimait et de l'enfant qu'il ne connaissait pas, son choix était fait. Il se tourna vers la porte, boitant légèrement, l'air épuisé mais soulagé d'un poids invisible. « Je ne t'approcherai plus, Élise, » dit-il doucement en posant la main sur la poignée de la porte. « Je ne perturberai pas la vie de Léo. Je veux simplement que tu saches que si un jour tu décides de m'accorder une seconde d'attention, ce ne sera pas au PDG du groupe Laurent. Ce sera simplement à Alexandre. L'homme qui t'a rencontré un soir de pluie dans une librairie et qui n'aurait jamais dû franchir cette porte sans toi. » Il sortit, refermant doucement la porte derrière lui, laissant Élise seule dans l'obscurité. Elle resta immobile, fixant le panneau de bois. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient, mais la colère noire et toxique qui l'habitait depuis des années venait de se fissurer de manière irrémédiable. Il avait tout abandonné. Pour elle, pour la vérité. Dans le hall de la cafétéria, Léo mordait à pleines dents dans un pain au chocolat, ignorant totalement que le monde de ses parents venait d'exploser et de se réinventer dans la même demi-heure. L'histoire n'était pas terminée. Le pardon ne s'achète pas avec un geste héroïque, même s'il coûte des milliards. Mais pour la première fois depuis 8 ans, à travers les fissures de son cœur meurtri, Élise Mercier sentit naître un sentiment qu'elle croyait définitivement mort. L'espoir. Le bruit sec de la porte qui se refermait résonna dans la petite pièce désaffectée, comme le point final d'un chapitre que l'on clôt définitivement. Élise resta immobile dans la pénombre pendant ce qui lui sembla être une éternité. L'air était lourd, chargé de l'intensité de ce qui venait de s'y dérouler. Elle regarda le vieux bureau poussiéreux, le téléphone portable qu'Alexandre y avait abandonné, relique d'une vie qu'il venait de détruire en un seul appel. Il l'avait fait. L'homme qui, 8 ans plus tôt, n'avait pas eu le courage de s'opposer à son père pour sauver la femme qu'il aimait, venait de renoncer volontairement à un empire de plusieurs milliards d'euros. Il venait de se dépouiller de tout ce qui faisait de lui Alexandre Laurent, le magnate intouchable, pour ne devenir qu'Alexandre, l'homme brisé, l'homme repentant. Avez-vous déjà ressenti ce vertige si particulier, ce moment où le sol se dérobe sous vos certitudes les plus ancrées? Pendant 8 années,
Élise s'était construite sur une colère froide, une armure forgée dans le feu de la trahison. Elle s'était persuadée qu'Alexandre était un monstre d'égoïsme, une machine froide, incapable du moindre sacrifice. Cette certitude l'avait maintenue en vie, l'avait poussée à exceller, l'avait aidée à traverser les nuits de solitude absolue. Mais que se passe-t-il lorsque le monstre se met à genoux, pleure des larmes de sang et détruit son propre royaume pour vous prouver sa vérité? L'armure ne sert plus à rien. Elle devient une prison. Et soudain, vous vous retrouvez nu, vulnérable, forcé de regarder vos propres blessures en face, sans personne d'autre à blâmer. Les jours qui suivirent cette confrontation furent pour Élise une traversée dans un brouillard épais. La presse nationale et internationale s'empara immédiatement de la nouvelle. Les unes des journaux, les chaînes d'information en continu, les magazines économiques, tous ne parlaient que de la démission fracassante d'Alexandre Laurent. « Le prince de l'immobilier abdique », titraient certains. « Folie ou génie ?» La chute inexpliquée d'un héritier, écrivaient d'autres. Les rumeurs allaient bon train. Maladie incurable, scandale financier étouffé, crise de conscience tardive. Mais personne, absolument personne, ne soupçonnait qu'un petit garçon de 7 ans, aux yeux sombres, dévorant un pain au chocolat dans la cafétéria d'un hôpital parisien, était l'épicentre de ce séisme mondial. Élise regardait ces reportages depuis le canapé de son salon, une tasse de thé refroidie entre les mains, pendant que Léo dormait dans la chambre d'à côté. Elle regardait les images d'archives d'Alexandre, arrogant, puissant, intouchable, et elle revoyait l'homme effondré sur le sol poussiéreux, sanglotant comme un enfant. Il n'avait pas menti. Les parts avaient été transférées. Il avait quitté son luxueux penthouse du 16e arrondissement. Il s'était volatilisé des cercles mondains. Fidèle à sa promesse, il n'avait pas cherché à la recontacter. Il n'avait envoyé ni avocat, ni lettre de menace pour obtenir un droit de visite. Il avait respecté sa volonté avec un silence d'une dignité bouleversante. L'hiver s'installa sur Paris, recouvrant la ville d'un manteau de givre et de ciel gris. La rééducation cardiaque d'Alexandre prit fin. Il quitta l'hôpital Saint-Honoré sans qu'Élise ne le croise une seule fois. Les semaines devinrent des mois, et, curieusement, au lieu de ressentir le soulagement immense qu'elle pensait éprouver une fois débarrassée de son ombre, Élise commença à ressentir un vide insidieux. La colère l'avait quittée. Et sans cette colère pour la tenir droite, elle se sentait soudainement incroyablement fatiguée. Le narrateur se permet ici de briser doucement la glace de l'histoire pour s'adresser à vous. Nous croyons souvent que le pardon est un cadeau que l'on fait à l'autre, une aumône que l'on accorde à celui qui nous a offensés. Mais c'est une profonde erreur. Le pardon est l'acte d'égoïsme le plus salvateur qui soit. C'est le moment où vous décidez de poser un sac de pierres que vous portez sur votre dos depuis des années. Vous ne pardonnez pas pour excuser l'impardonnable. Vous pardonnez pour pouvoir enfin respirer. Élise étouffait sous le poids de son propre ressentiment. Elle regardait Léo grandir, poser des questions de plus en plus précises sur ce père parti loin, et chaque mensonge qu'elle devait prononcer lui écorchait un peu plus la langue. Jusqu'à quand allait-elle faire payer à son fils les erreurs de son père? Jusqu'à quand allait-elle se punir elle-même en refusant de voir l'homme nouveau qui était né des cendres de l'ancien? Le point de bascule se produisit à l'aube du printemps. Le courrier apporta une enveloppe simple, sans logo luxueux, écrite d'une écriture manuscrite tremblante qu'elle reconnut instantanément. Le cœur battant, assise à la table de sa cuisine baignée par la douce lumière d'avril, Élise ouvrit la lettre. « Élise, je te promets que c'est la seule fois que je brise le silence. Je ne demande rien. Je veux simplement que tu saches que je vais bien. Mon cœur est guéri physiquement, grâce à toi. Je travaille désormais pour une ONG spécialisée dans la construction d'hôpitaux pédiatriques dans les zones défavorisées. C'est un travail simple,
éreintant, mais il a du sens. Je vis dans un petit appartement près des buttes Chaumont. Je marche beaucoup. Je pense à toi et à Léo à chaque seconde de chaque jour. Je regarde les enfants jouer dans le parc et j'essaie d'imaginer le son de son rire. Je sais que je n'ai pas le droit de faire partie de sa vie. Mais si jamais, un jour, dans 1 an, ou dans 10 ans, tu penses qu'il a besoin de savoir d'où il vient, sache que je serai là. Je ne m'imposerai jamais. Mais je ne vous abandonnerai plus jamais non plus. Je t'aime, comme au premier jour de pluie. Alexandre. Une larme roula sur la joue d'Élise, tombant silencieusement sur l'encre bleue, brouillant légèrement la signature. Elle relut la lettre 2, 3, 10 fois. Il n'y avait aucune manipulation, aucune pression. Juste la reddition inconditionnelle d'un homme qui avait trouvé sa véritable voie dans la perte de tout le reste. Elle leva les yeux vers la fenêtre. Les bourgeons commençaient à éclore sur les arbres de l'avenue. La nature renaissait, têtue, résiliente, refusant de céder à la mort de l'hiver. Peut-être était-il temps pour elle d'en faire autant. 3 jours plus tard, alors que le soleil réchauffait timidement les allées du parc des buttes Chaumont, Alexandre était assis sur un banc de pierre, un livre posé sur ses genoux qu'il ne lisait pas. Il portait un simple jean, un pull en grosse maille beige et une veste légère. Il semblait avoir rajeuni de 10 ans. Son visage, bien que marqué par l'épreuve qu'il avait traversée, avait perdu cette tension permanente, cette dureté propre aux hommes de pouvoir. Il avait l'air paisible, bien qu'une tristesse infinie dansât toujours au fond de ses yeux. Il regardait les canards glisser sur l'eau du lac artificiel lorsqu'un bruit de pas léger sur le gravier attira son attention. Il tourna la tête, doucement, et son cœur s'arrêta. À quelques mètres de lui se tenait Élise. Elle portait un trench-coat fluide, ses cheveux sombres attachés négligemment, le visage sans maquillage, d'une beauté à couper le souffle. Et sa main serrait tendrement celle d'un petit garçon en salopette de jean et basket colorée, qui tenait un cerf-volant sous son autre bras. Léo. Alexandre se figea, n'osant même plus respirer, de peur que cette vision ne s'évapore comme un mirage cruel de son esprit torturé. Il se leva lentement, ses mains tremblant de manière incontrôlable le long de son corps. Il n'osa pas faire un pas de plus. Il attendit que le jugement d'Élise s'abatte sur lui. Elle s'avança. Chaque pas de la jeune femme était une victoire sur ses propres démons. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, elle s'arrêta. Le silence entre eux n'était plus fait de haine ou de reproches. Il était fait d'une vulnérabilité vertigineuse, d'une fragilité partagée. Élise baissa les yeux vers son fils, qui regardait le grand monsieur inconnu avec une curiosité innocente. « Léo, mon chéri, » dit Élise d'une voix douce, bien qu'un léger tremblement la trahisse. « Je voudrais te présenter quelqu'un de très spécial. C'est un vieil ami de maman. Il s'appelle Alexandre. » Les yeux d'Alexandre se remplirent instantanément de larmes. Il dut mordre l'intérieur de sa joue jusqu'au sang pour s'empêcher d'éclater en sanglots. Un ami. C'était le plus beau titre qu'il n'ait jamais reçu de toute son existence. Il s'agenouilla lentement sur le gravier, ignorant la légère douleur dans sa poitrine, pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Bonjour, Léo » murmura-t-il, la voix rauque, étranglée par l'émotion la plus pure qu'un être humain puisse ressentir. Léo cligna de ses grands yeux bruns, si semblables à ceux de l'homme agenouillé devant lui. Il dévisagea Alexandre pendant quelques secondes, scrutant ce visage inconnu mais inexplicablement familier, avec cette intuition fulgurante propre à l'enfance. « Bonjour » répondit l'enfant de sa petite voix claire. Il remarqua les yeux humides de l'homme. « Pourquoi tu pleures, monsieur ? T'es triste ?» Alexandre laissa échapper un petit rire brisé, une larme de joie s'échappant de ses cils pour rouler sur sa joue. « Non, bonhomme, » murmura-t-il en secouant doucement la tête,
n'osant pas lever la main pour effleurer les cheveux de l'enfant, respectant la limite invisible fixée par Élise. Je ne suis pas triste du tout. C'est juste que c'est la plus belle journée de ma vie, de te rencontrer. Léo sourit, rassuré, dévoilant une petite dent de lait manquante. Moi, je vais faire voler mon cerf-volant avec maman. Il va aller super haut, jusqu'aux nuages. Je n'en doute pas une seconde, répondit Alexandre, l'admiration inondant son regard. Élise observa la scène, le cœur au bord des lèvres. Elle vit la douceur infinie avec laquelle Alexandre parlait à l'enfant. Elle vit la façon dont il se retenait, la façon dont il respectait le rythme de Léo sans essayer de forcer l'affection ou de revendiquer des droits. Elle vit l'homme qu'il était devenu. L'homme qu'elle avait toujours su qu'il pouvait être, avant que le monde ne l'empoisonne. « Léo, tu veux bien aller essayer de lancer le cerf-volant avec Martine sur la pelouse un peu plus loin ?» demanda doucement Élise, en faisant signe à la nounou qui se tenait discrètement à distance. « Je vais discuter un peu avec Alexandre. »« D'accord !» s'exclama l'enfant en courant vers la nounou, le cerf-volant rebondissant contre sa jambe. Alexandre se releva péniblement, les yeux suivant la petite silhouette qui s'éloignait jusqu'à ce qu'elle atteigne la pelouse ensoleillée. Lorsqu'il se tourna enfin vers Élise, son regard était rempli d'une gratitude si immense, si profonde, qu'elle défiait les mots. « Merci, » souffla-t-il, la voix brisée. « Élise, merci. Tu n'avais aucune obligation de faire ça. C'est plus que je ne mérite. » Élise croisa les bras sur sa poitrine, non plus pour se protéger, mais pour contenir l'émotion qui menaçait de la submerger. Elle regarda l'homme devant elle. Ses cheveux commençaient à grisonner sur les tempes. Ses traits étaient marqués par l'épreuve, mais il n'avait jamais été aussi beau à ses yeux. La façade de l'arrogance était tombée, laissant place à la vérité brute d'une âme mise à nu. « J'ai lu ta lettre, » dit-elle, le regardant droit dans les yeux. « Chaque mot est vrai, Élise. Je ne te demanderai jamais plus que ce que tu es prête à m'offrir. Si tu veux que je sois juste un ami de passage pour lui, je le serai. Si tu veux que je disparaisse à nouveau après aujourd'hui, je le ferai. » Élise resta silencieuse un long moment. Elle regarda Léo rire aux éclats au loin, courant sur l'herbe verte, pendant que le cerf-volant prenait difficilement son envol. Puis, elle regarda l'homme qui avait partagé avec elle les plus belles heures de sa jeunesse dans une petite chambre sous les toits. Elle regarda ses propres mains, ses mains de chirurgienne qui sauvaient au décœur tous les jours. N'était-il pas temps de sauver le sien? N'était-il pas temps de réparer les tissus déchirés de sa propre histoire? « C'est épuisant de haïr quelqu'un, Alexandre, » murmura-t-elle, les larmes montant à ses propres yeux. « C'est lourd. Ça prend toute l'énergie qu'on a. J'ai été en colère contre toi pendant si longtemps que j'avais oublié comment ressentir autre chose. Je t'en ai voulu de m'avoir laissé, de n'avoir pas été assez fort pour nous choisir. J'étais un lâche, » approuva-t-il doucement, baissant la tête. « Oui, tu l'as été, mais tu ne l'es plus. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, agirent comme un baume miraculeux sur la poitrine blessée d'Alexandre. Il releva lentement la tête, ses yeux accrochant les siens avec un espoir fragile, vacillant comme la flamme d'une bougie dans le vent. Tu as renoncé à tout ton monde pour une vérité qui t'avait échappé. Tu t'es mis à nu, sans garantie, sans filet de sécurité, continua Élise, sa voix se voilant sous l'émotion. Tu m'as prouvé que l'homme que j'ai aimé il y a 8 ans existait vraiment. Il était juste prisonnier. Elle fit un pas vers lui, comblant la distance qui les séparait depuis près d'une décennie. Elle leva sa main droite, celle-là même qui avait incisé son thorax et tenu son cœur défaillant, et posa doucement ses doigts sur la joue d'Alexandre. La chaleur de sa peau contre la sienne provoqua une onde de choc familière et bouleversante. Alexandre ferma les yeux au contact, un frisson traversant tout son corps. Il posa sa propre main par-dessus celle d'Élise,
la pressant contre son visage, comme si sa vie en dépendait. « Je t'aime, Élise, » murmura-t-il, les larmes coulant librement de ses yeux clos pour mouiller les doigts de la jeune femme. « Je ne cesserai jamais de t'aimer. Mon cœur ne bat que parce que tu l'as sauvé. » Dans tous les sens du terme. Élise laissa échapper un petit sanglot étouffé, ses dernières défenses s'effondrant définitivement. Elle ne cherchait plus à être forte. Elle n'en avait plus besoin. Elle se laissa aller contre lui. Les bras d'Alexandre s'enroulèrent autour de sa taille avec une douceur infinie, la serrant contre lui comme on serre la chose la plus précieuse au monde. L'étreinte fut hésitante au début, puis désespérée, vitale. Ils restèrent ainsi, enlacés au milieu du parc, sous la lumière dorée du printemps, pleurant ensemble les années volées, les chagrins solitaires et la douleur de la séparation. Mais dans ces larmes résidait aussi une libération totale. C'était la justice émotionnelle à son apogée. L'amour n'avait pas effacé la douleur. Il l'avait simplement transcendée pour construire quelque chose de nouveau, de plus fort, d'indestructible. 1 an plus tard. Le soleil de fin d'après-midi baignait de lumière le salon spacieux d'une maison de campagne située à quelques kilomètres de Paris. Les portes-fenêtres étaient grandes ouvertes, laissant entrer la douce brise de l'été naissant et le chant des oiseaux. Élise était assise sur le canapé, un dossier médical sur les genoux, un stylo négligemment coincé derrière l'oreille. Elle portait un simple jean et un t-shirt blanc, les pieds nus posés sur la table basse. Son visage rayonnait d'une sérénité absolue. Il n'y avait plus de masque, plus de murs de glace. Elle était simplement Élise. Un éclat de rire résonna depuis le jardin. Elle leva les yeux et sourit. Dehors, sur la pelouse fraîchement tondue, Alexandre courait après Léo, se laissant volontairement distancer par le petit garçon de 8 ans qui riait aux éclats. Alexandre s'arrêta, feignant l'essoufflement, les mains sur les genoux, un immense sourire fendant son visage. Il était en parfaite santé. La cicatrice sur sa poitrine était devenue une ligne fine et pâle, un témoignage muet de la seconde chance que la vie et la femme qu'il aimait lui avaient accordée. « Tu triches, papa !» cria Léo en se retournant, les poings sur les hanches, le visage illuminé par la joie pure d'une enfance enfin complète. « Tu m'as laissé gagner exprès. »« Moi, jamais !» répondit Alexandre en se redressant, les yeux pétillants de malice. « Tu es juste trop rapide pour un vieil homme comme moi. » Léo courut vers lui et se jeta dans ses bras. Alexandre le souleva de terre, le faisant tournoyer dans les airs sous les rires cristallins de l'enfant, avant de le serrer fort contre son cœur. Élise regardait la scène avec une chaleur qui irradiait jusqu'au plus profond de son âme. Le processus avait été lent. Il avait fallu de la patience, de nombreuses discussions longues et parfois douloureuses. Léo avait appris la vérité avec douceur, avec les mots simples de l'amour. Il avait pardonné avec l'innocence merveilleuse des enfants, heureux de découvrir que le monsieur gentil du parc, qui construisait des hôpitaux, était en réalité son père. Il ne vivait pas dans le luxe ostentatoire des milliardaires, mais il vivait dans la richesse inestimable d'une famille réunie par le choix, par la résilience et par un amour inconditionnel. Mes chers auditeurs, la vie nous apprend que les erreurs du passé ne sont pas toujours des condamnations à perpétuité. Parfois, il faut que tout s'effondre pour que la vérité puisse enfin être reconstruite sur des fondations solides. Il faut parfois perdre tout l'or du monde pour comprendre que la seule véritable richesse réside dans une main tendue, un pardon accordé, et le rire d'un enfant sous le soleil du printemps. L'amour, le vrai, n'est pas celui qui ne commet jamais d'erreur. C'est celui qui, après avoir trébuché et tout perdu, trouve le courage absolu de se relever, de se dépouiller de son ego et de réparer les cœurs qu'il a brisés. N'oubliez jamais que tant que le cœur bat, il est toujours temps de choisir la lumière, de demander pardon
et de s'offrir une seconde chance. Si cette histoire de résilience, de pardon et de rédemption a résonné en vous, si elle a touché votre cœur ou vous a donné espoir, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » sur cette vidéo. Partagez avec moi dans les commentaires vos propres réflexions. Pensez-vous qu'il est possible de pardonner une blessure aussi profonde lorsqu'il y a un véritable repentir? Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et n'ayez jamais peur de réparer ce qui a été brisé. À très bientôt.